Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Qui paie ses dettes s'enrichit, annonce un vieil adage. Alors le calcul est simple, pour un foyer, pour un commerce, une entreprise et même pour l'État. Il y a des recettes et des dépenses. Si les dépenses sont supérieures aux recettes, là il y a un problème. Dans ce cas, il s'agit de faire des économies ou de gagner plus, voire d'emprunter. Arrive alors la dette et les intérêts qui lui sont associés. Mais qui a la recette pour sortir de l'enfer de la dette? Finances publiques, une histoire de déni. La France en a par-dessus la dette. Les villes, vous répondrez à mon appel. Vous souscrirez pour la France. L'effort que le gouvernement vous propose est rude, je le sais. Nous devons l'entreprendre et le poursuivre ensemble avec obstination. Mais il n'est pas démesuré et il en vaut la peine. C'est ce que nous avons décidé. Voilà, c'est ce que nous avons décidé. À bas la dette. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à cette histoire de dette. Bonjour, Laure Quénoël-Corr. Bonjour. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous publiez Le déni de la dette, une histoire française. Dites-nous déjà, il y a une histoire de la manière de percevoir la dette. Parce que la dette, elle est là depuis toujours, depuis que l'État est État. On peut évoquer une dette. La manière de percevoir cette dette a évolué. Oui, c'est ça, sur ce sujet que j'ai voulu travailler effectivement. Soit parce qu'on a considéré que la dette n'était pas un problème, qu'elle existait, et donc on a voulu la laisser filer parce que c'était pas un sujet, et c'était surtout parfois elle était considérée comme quelque chose de positif. On empruntait pour moderniser, pour reconstruire la France ou autre chose positive comme développer les infrastructures, et elle a donc recouvert des réalités très différentes qui ont été plus ou moins acceptées ou négligées par les gouvernements, par les opinions publiques et voire par aussi toute la classe politique. Ah, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec une enquête, on peut le dire, c'est un défi parce qu'essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés au déni de la dette nous oblige à regarder la manière dont était appréhendée la dette par le passé. Dites-nous, si l'on commence à un moment très fort quand même de notre histoire, parce que la Révolution française, c'est une crise financière à l'origine. Le roi Louis XVI a besoin de lever des impôts, il convoque les États généraux. Là, il y a une première tentative qui va nous intéresser pour réduire ou faire disparaître la dette. On peut le penser comme ça ? Oui, absolument. En fait, c'est une tentative qui va être la dernière expérience française de défaut de la dette visible, tranchée, puisqu'on va y avoir la banqueroute des 2/3, c'est-à-dire qu'en fait, les députés, pendant la Révolution, vont endosser les dettes du roi, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les pays, mais en France, on considère qu'il faut payer sa dette, et c'est tout le crédit de l'État, fût-il un État despotique, qui doit rester en place. Et donc, on va justement considérer que la dette doit être endossée par la République. Mais le problème, c'est que les finances sont au plus bas, et donc après quelques années d'atermoiement, finalement, en 1797, les députés vont se résoudre à annuler les 2/3 de la dette publique. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la banqueroute des 2/3. Donc ça a été assez violent, et c'est la dernière fois qu'on fait vraiment défaut en France de manière ostensible, parce qu'il y a d'autres manières de faire défaut et de ne pas rembourser sa dette. Voilà, comme on met la poussière sous le tapis, on la cache, c'est la même chose avec la dette, sauf en 1797, nous sommes sous le Directoire, et cette banqueroute des 2/3, c'est quand même quelque chose d'assez considérable. C'est un choix qui est pris par qui ? Par les représentants du peuple, et qui décident de faire disparaître en fait les 2/3 de la dette. Oui, absolument. C'est à cette époque-là, on considère que on a avancé beaucoup effectivement dans la Révolution. On est en 1797. On va considérer qu'on n'a pas vraiment le choix, puisque en plus en parallèle il y a eu tout le problème des assignats. Qui en fait a été un échec, puisqu'on voulait gager
biens de l'Église qui avaient été confisqués contre des billets mis en circulation parce qu'il y avait des problèmes de trésorerie. On ne pouvait pas très rapidement vendre les biens de l'Église et donc il fallait trouver un moyen de paiement pour relayer jusqu'à la vente. Et donc on a, une fois de plus, c'est le problème, c'est qu'on a émis beaucoup trop d'assignats par rapport aux biens qui existaient. Donc, c'est toujours le décalage entre les actifs et les billets en circulation. Et donc, à un moment, il y a eu une défiance à l'égard des assignats qui ont perdu de leur valeur complètement. Et donc là, ça a été aussi une autre crise grave qui a bien marqué la mémoire collective des Français pour les décennies suivantes. Oui, parce que avant d'arriver à la banqueroute de 1797, il y a eu d'autres tentatives, d'autres solutions. On sait bien, pour faire rentrer de l'argent, il y a plusieurs méthodes, plusieurs voies à suivre. Les impôts, on peut le mettre de côté sous la Révolution française, parce que là, ça ne fonctionne pas. Non, c'est plus difficile effectivement parce que voilà, on a beaucoup de choses à faire, à régler. Et donc l'impôt, à la différence de l'emprunt, c'est qu'il faut passer par un vote, et un débat, etc. à l'Assemblée. Donc c'est toujours un peu lent. Donc l'intérêt de l'emprunt, c'est qu'on peut normalement le lever très rapidement. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Puis dans un pays qui est un peu chamboulé, disons-le, par la Révolution française, c'est très dur de lever les impôts. Alors, autre solution, c'est jouer sur la monnaie, vous l'avez dit, les assignats. Les Français sont tous des ingrats, disait la planche aux assignats. Et cela me désole, et cela me désole. Du feu, ils m'imposent la loi, c'est qu'ils n'ont plus besoin de moi. C'est ce qui me console, c'est ce qui me console. Quand vous criez que mes enfants ont engraissé quelques chouans, ah, cela me désole, ah, cela me désole. Cependant les mots que j'ai faits sont effacés par mes bienfaits, c'est ce qui me console, c'est ce qui me console. L'agioteur qui les maudit leur doit pourtant tout son crédit, c'est ce qui me désole, c'est ce qui me désole. Un jour il les regrettera, son désespoir me vengera, c'est ce qui me console, c'est ce qui me console. On m'a cassé jambes et bras, c'est fait, je n'en reviendrai pas. Ah, cela me désole, ah, cela me désole. Mais vous allez voir qu'en mourant, je ressuscite mes enfants, c'est ce qui me console, c'est ce qui me console. Ce sont les adieux de la planche aux assignats, une chanson anonyme écrite sous le Directoire et ici interprétée par Caroline Claire. Donc nous le voyons bien sous la Révolution française, 2 tentatives pour régler les problèmes. Lever les impôts, c'est trop complexe parce que le pays est désorganisé. Les assignats, ça ne fonctionne pas. Et en plus, ça a des conséquences dramatiques pour la monnaie, c'est l'inflation. Mais ça permet de régler la dette aussi parce que d'un seul coup, on a plein de billets, donc on peut régler la dette. Absolument, c'est une des solutions qui a été longtemps pas préconisé, mais utilisé en France, c'est effectivement de déprécier la dette par l'inflation, puisque les valeurs fixes, par définition, elles ne bougent pas, donc elles sont effectivement, elles perdent de leur valeur quand il y a une hausse des prix générale, et c'est le cas effectivement donc de la dette publique qui a été dépréciée comme cela et mais la contrepartie, c'est qu'on a une monnaie qui est faible. Oui. Et ça peut poser des problèmes quand même pour l'ensemble de l'économie. À ressortir de la Révolution française, il y a cette banqueroute des 2 tiers en 1797. Et puis, la situation, j'ai envie de dire, se stabilise. Épisode napoléonien, 19e siècle. La dette ne disparaît pas. Elle est constituée comment, cette dette ? C'est l'État qui a besoin d'emprunter pour boucler le budget ? Alors, quand on aborde le 19e siècle, on a une nouvelle étape, très clairement. C'est d'abord la dette, elle se démocratise et elle se développe parce qu'il y a un essor du marché financier qui devient une vraie institution. C'est la grande époque de l'essor de la bourse liée à la révolution industrielle, aux besoins des entreprises de trouver des capitaux donc hors des banques. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on a un développement donc des marchés financiers. Ça, c'est vraiment un point très important qu'il faut souligner, qui sont institués, qui sont organisés avec la compagnie des agents de change. Et
dans ce cadre-là, les emprunts publics vont trouver aussi leur essor et vont s'adosser sur ce développement des marchés financiers. Et donc l'État va utiliser à l'époque surtout les grands emprunts, ce qu'on appelle les grands emprunts, soit pour financer des guerres, parce qu'il y en a quand même encore au 19e siècle, soit des dépenses d'infrastructures. On est dans l'époque où il y a la construction des canaux, des ports, des routes, des chemins de fer, et donc l'État est mis à contribution. Et là, on a cette règle de doctrine classique que les libéraux acceptent, qui est pour financer des dépenses d'infrastructure, des dépenses de long terme, on peut utiliser de l'emprunt à long terme. C'est tout à fait justifié. Donc ça, c'est une doctrine orthodoxe qui va perdurer. Et on a donc un État qui a une dette relativement importante. On a, surtout à la fin du 19e siècle, on n'est pas loin de ce fameux ratio qui n'existe pas à l'époque, mais qu'on a reconstruit a posteriori, de 60% de dette publique sur PIB. Donc, au moment justement du plan Freycinet, qui était un plan de grande envergure pour les dépenses d'infrastructure. Voilà. Et puis sinon, on a des emprunts. Alors, il y a le bon du Trésor, il est réservé à l'époque à la bourgeoisie, aux commerçants, aux nobles, aux gens qui sont assez fortunés. C'est réservé à une élite. Et alors que les grands emprunts sont en fait diffusés dans l'ensemble de la société. Notamment, c'est ce qu'on a appelé l'âge d'or des rentiers, l'âge des rentiers. Et il y a beaucoup de classes modestes qui achètent donc de la rente, ce qu'on appelle de la rente 3% ou rente 5%, du nom de son taux d'intérêt, parce qu'il n'y a pas de retraite à l'époque. Donc, l'ouvrier, le salarié, il cherche un peu à épargner à côté de son livret de caisse d'épargne. Il cherche à avoir un moyen pour ses vieux jours, parce que je vous dis, à part les fonctionnaires, il n'y a pas de retraite à l'époque. Voilà, c'est ça. C'est l'idée de pouvoir cotiser quelque part, se constituer un petit pécule avec cette rente, oui, 3%, 5%, on voit bien ce que ça représente, et surtout, ça concerne tout le monde. C'est pas simplement de l'investissement pour les plus riches, les plus modestes aussi ont cette rente, ce qui fait venir de l'argent à l'État. Jusque-là, on le conçoit très bien. Mais vous avez dit quelque chose, Laure Koenig-Corr, c'est que il y a des fonctionnements d'État et puis des dépenses extraordinaires. La conception dans ce 19e siècle, c'est que l'argent qui arrive par les impôts doit servir au fonctionnement de l'État, à payer les administrations, les fonctionnaires. Et puis, dès qu'il y a des dépenses extraordinaires, comme vous citiez, les canaux, etc., les infrastructures, là, on a le droit de faire de l'emprunt. Mais c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a presque une ligne qui n'est pas une ligne dans la Constitution, mais qui est adoptée par tout le monde. Absolument, et Paul Leroy-Beaulieu, qui est un économiste libéral du 19e siècle très, très reconnu, est le premier à prôner ce type de dette publique financée par l'emprunt. Donc l'emprunt, à l'époque, il est chez les libéraux, il a un écho très fort, et d'ailleurs, on le verra aussi au XXe siècle, par la suite. Et puis c'est aussi une manière pour l'État, ou les gouvernants plutôt, de s'attirer la confiance des épargnants et donc d'une partie de la population, et c'est important, quoi. C'est aussi il y a aussi une dimension politique. Oui, parce que dans cette réflexion que nous avons aujourd'hui pour comprendre notre rapport à la dette et l'évolution de ce rapport, pour en arriver au déni de la dette, il faut bien comprendre comment l'on pouvait concevoir la dette, ce qui signifie que quand on peut avancer l'idée qu'un État doit se comporter comme un bon père de famille et surveiller ses recettes, ses dépenses. En fait, non, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Et déjà au 19e siècle, on avait bien l'idée que l'État devait être endetté. Mais on peut dire que l'ensemble de la société est endettée. Il y avait énormément de prêts, de dettes, et tout le monde fonctionnait ainsi. Oui, il ne faut pas considérer que la dette en soi est quelque chose de forcément négatif. Tout dépend en fait de l'utilisation de la dette. Donc quand j'ai parlé du déni de la dette, c'est surtout la manière dont on l'utilise qui est considérée comme plus ou moins acceptable ou orthodoxe. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est quand elle est utilisée de manière un peu trop systématique, en dehors justement des périodes exceptionnelles.
Vous avez évoqué le cas de la France. Vous l'avez bien dit, c'est pas comme ça dans tous les pays. On peut faire un peu d'histoire comparée ici. C'est intéressant. Au 19e siècle, par exemple, la France, vous l'avez expliqué comme fonctionnement. Si on regarde les autres puissances européennes, on peut voir des différences? Tous les pays ont, notamment l'Angleterre, qui est un peu le pays qu'on a plutôt en ligne de mire à l'époque. On se compare beaucoup à l'Angleterre. L'Angleterre a déjà aussi une dette publique conséquente. Elle l'a déjà eu depuis le XVIIe siècle. Mais elle a fait sa révolution financière avant nous. C'est-à-dire qu'elle a organisé un système financier stabilisé autour notamment de la livre sterling et de la Banque d'Angleterre. Et les fameux consols qui sont les titres publics anglais ont été à l'origine du marché financier anglais extrêmement florissant. Donc là, on a aussi un exemple. Et on a l'exemple allemand aussi qui est intéressant parce que on a des économistes allemands qui prônent vraiment la dépense d'investissement pour le décollage économique. Et à l'époque, l'Allemagne, au 19e siècle, est en plein décollage économique. Elle est en train de rattraper la France et l'Angleterre. Et donc, on a cet économiste Wagner qui prône la dépense publique et l'endettement. Ce qui veut dire que partout, on a ce système-là de rente où les gens achètent du bon du trésor aux différents types d'emprunts qu'il peut y avoir et puis ils en tirent un petit bénéfice, 3-5%. Mais c'est déjà énorme si l'investissement est grand. Le 19e siècle est celui des rentiers. Bien que j'ai une patente, une femme et des enfants, je n'aime pas qu'on plaisante des impôts, je le défends. D'enrichir notre patrie, nous devons être contents. Augmentez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Mon voisin me scandalise par un luxe injurieux. Tous les jours sous sa remise roulent des chars orgueilleux. J'entends dans son écurie hennir 3 chevaux fringants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Ma femme est assez jolie, j'en suis même un peu jaloux, car elle aime à la folie des chats blancs et des chiens roux. De cette ménagerie, j'abhorre les habitants. Imposez-les, je vous prie, messieurs les représentants. Je ne bois que de l'eau claire, par goût je ne fume pas. Frappez le vin et la bière, n'épargnez point les tabacs. Seulement l'épicerie souffre depuis bien longtemps. Dégrevez-la, je vous prie, messieurs les représentants. Les impôts, une chanson de Gustave Nadaud en 1861, ici chantée par Robert Roca, avec vraiment ces leviers classiques pour faire rentrer de l'argent, les impôts bien entendu, et puis l'emprunt. Les chiffres évoqués sont difficiles à saisir. Laure Kenwell-Corr, comment travaille l'historienne, sachant que sur ce 19e siècle, il n'y a pas exactement les mêmes schémas statistiques qu'aujourd'hui. On arrive à estimer, vous avez parlé de 60% du PIB qui était sous forme de dette. On arrive à voir cette évolution de la dette ? Oui, vous avez raison de poser cette question, parce que c'est une question complexe de faire de l'analyse statistique comme ça, rétrospective. Alors, on a quand même la statistique générale de France qui a permis d'avoir des données chiffrées. Il y a beaucoup d'économistes ont travaillé sur ces questions-là et ont permis d'avoir un peu des données chiffrées. Alors évidemment, il faut les manier avec précaution parce que ce n'est pas les mêmes périmètres, surtout. C'est pas du tout les mêmes périmètres qu'actuellement. Et donc, moi, cette histoire de ratio, je trouve que c'est un peu utile pour avoir un peu une échelle de valeur, mais en même temps, c'est complètement insuffisant pour comprendre une situation d'endettement, de surendettement, et donc il faut la manier avec précaution. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant, parce que on en reparlera après, mais c'est vrai que ce ratio est à manier avec précaution. Oui, c'est à manier avec précaution et à croiser avec plein d'autres éléments, plein d'autres sources de tout type. Par exemple, cette France des rentiers que vous nous avez présentée, elle dure jusqu'à quand ? On peut la tirer jusqu'au début du XXe siècle ?
Oui, on peut absolument l'attirer jusqu'au début du XXe siècle. Bon, il y a une période où il y a une baisse d'intérêt pour les titres publics, il y a une sorte de désaffection. Parce que tout d'un coup, je vous ai parlé de l'essor de la bourse, il y a tout un mouvement très très important à partir de la fin du 19e siècle, où la bourse prend des proportions incroyables. On le voit dans Balzac et Zola, pardon. On voit bien cet engouement et la spéculation là qui agit. Et on a envie de gagner de l'argent avec les actions plutôt qu'avec des titres qui sont juste à 3%. On se laisse tenter par des agioteurs, des spéculateurs, et donc les dettes publiques baissent en intérêt pour les épargnants. Mais ça reste quand même... voilà. Il y a quand même à peu près 1 million de rentiers à la veille de 1914. Donc 1 million, ça vous paraît pas beaucoup, mais bon, pour 40 millions de personnes, c'est déjà pas mal. Rentiers, ça veut dire des gens qui n'ont pas besoin de travailler et qui peuvent vivre des rentes qu'ils reçoivent? Pas du tout. Ah. À l'époque, rentiers, ça veut dire qu'ils ont de la rente. Alors, vous pouvez avoir une rente qui vous rapporte 3 francs par an, mais voilà. Vous travaillez à côté? Voilà, vous travaillez à côté, c'est ce que je vous dis, c'est ceux qui épargnent pour avoir un peu de sous de côté, à côté de leur livret d'épargne. Il y a évidemment les grands rentiers, les spéculateurs, les capitalistes, etc. Mais il y a aussi les petits rentiers. Donc c'est toute une panoplie qui correspond à toute frange de la société. Et tout cela repose sur la confiance, bien sûr. C'est au cœur de toute cette réflexion autour de la dette. L'État doit donner confiance. Voilà, c'est ce qu'on appelle avoir confiance dans la foi publique. Et donc, cette confiance, elle est assurée par la stabilité monétaire et la stabilité politique aussi. Il faut le dire. Hein. Bon, on ne peut pas dire que le 19e siècle était très stable politiquement, mais enfin, il y a eu quand même des grandes périodes de stabilité, le Second Empire, la Troisième République. Bon, il y a eu des crises financières, hein, c'est clair, notamment le krach de l'Union Générale en 1882. Mais voilà, la France en est toujours sortie, et voilà. Donc globalement, c'est plutôt une période de stabilité qui est favorable à la foi publique et au crédit de l'État. Au XIXe siècle, instabilité politique, mais stabilité des dominants, des élites possédantes aussi, que ce soit sous la monarchie de Juillet ou sous le Second Empire et encore sous la Troisième République, les maîtres des forges restent les mêmes et les familles qui possèdent restent les mêmes. Donc ça aussi, ça rassure ceux qui veulent gagner de l'argent. Oui, stabilité sociale également, oui. Stabilité sociale avec ce moment où l'instabilité est la norme, parce que tout est instable, que ce soit la monnaie, que ce soit la politique et que ce soit la confiance en l'avenir. On va s'arrêter sur ce moment, Première Guerre mondiale. Laure Quesnoy-Alcor, la Première Guerre mondiale, dans cette histoire de la dette, est un moment particulier. Et nous l'avons tous en tête, des affiches partout sur l'emprunt national. Est-ce qu'il se passe quelque chose ici dans le rapport à la dette de particulier ? Absolument. C'est pour ça que moi, j'ai commencé mon étude à la Première Guerre mondiale, parce que d'abord, les historiens économistes considèrent qu'elle ouvre le siècle de la dette et de l'inflation. Donc, c'est là où on va avoir vraiment des vrais problèmes d'endettement liés à l'instabilité monétaire et financière qui va s'installer après la Première Guerre mondiale. Mais aussi parce que la Première Guerre mondiale, ça a été l'occasion pour les citoyens de manifester leur élan patriotique à travers l'achat de bons du Trésor et de bons de la Défense nationale. Alors certes, ils l'avaient déjà fait lors de remboursement des dettes auprès des Allemands après la guerre de 1870, parce que la France devait 5 milliards de francs or, et donc les 2 emprunts qui ont été souscrits ont été largement couverts dans un grand élan patriotique. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de petits rentiers qui ont souscrit. Mais avec la Première Guerre mondiale, ce qui se passe, c'est que on a un phénomène qui est beaucoup plus ample. D'abord parce que la guerre va durer 4 ans.
Et donc, elle est longue et coûteuse. Et l'élan patriotique porté par une propagande très forte, l'élan patriotique va s'avérer extrêmement fort, quoi. Et surtout, la question intéressante, c'est que là, le bon du Trésor, qui est donc un bon à un titre à court terme qui va de 3 mois à 2 ans, bon, les échéances évolueront dans le temps, mais globalement, c'est le bon du Trésor à court terme qui va dominer la dette publique, c'est-à-dire que la France va financer les dépenses militaires à hauteur de 1/3 par la dette à court terme. Donc il y aura aussi la dette auprès de la Banque de France, la dette auprès des Américains et des Anglais, et il y aura les impôts à hauteur de 15%, mais le gros de la dépense va être financé par la dette à court terme, et c'est ça la grande innovation. La dette à court terme, ça fonctionne comment en fait dans la vision de ceux, et j'utilise le masculin, qui sont au pouvoir à ce moment-là, pour concevoir un État aussi endetté, en se disant nous sommes dans une situation particulière et l'urgence est évidemment l'objectif qu'est la victoire, et donc on peut s'endetter auprès de tout le monde, en fait, des banques privées, des États-Unis, on peut s'endetter aussi auprès de la population des Français. Alexandre Ribot, quand il lance ses bons de la défense nationale, il a fait le tour de la question. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions qui se présentaient à court terme. Parce que lever l'impôt, ça prend du temps. Il faut un débat à l'Assemblée nationale. Ensuite, il faut que les services se préparent à recouvrir l'impôt. Et par exemple, l'impôt sur le revenu, qui n'a été voté en France qu'en 1914, beaucoup plus tardivement qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, l'impôt sur le revenu n'a rapporté en fait qu'en 1917. Donc si vous voulez, quand on est dans l'urgence, on voit que la guerre se prolonge, on pensait que ce serait une guerre courte, ça n'a pas été le cas du tout. En 1915, on commence à se dire, mais comment va-t-on financer nos canons, etc. Et donc c'est là où l'impôt est presque la seule solution. Alors l'impôt à court terme... L'emprunt. L'emprunt à court terme est la seule solution. Et l'idée de faire un emprunt, des bons de la défense nationale, le ministre s'est dit, en fait, il a été appuyé sur des écrits d'un économiste qui s'appelait Alfred Neymart, en disant ça va sensibiliser la population beaucoup plus facilement si on leur dit, voilà, vous me prêtez pour 3 mois et dans 3 mois vous êtes remboursé avec intérêt. C'est quand même beaucoup plus attractif qu'un emprunt à long terme sur 15 ans ou 20 ans. Bon, on en fera aussi des emprunts à long terme. Mais là, pour sensibiliser les populations, faire des emprunts à court terme avec des petites coupures de plusieurs dizaines de francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs, c'est beaucoup plus attractif. C'est pareil pour tous les belligérants, j'imagine. Alors, les autres belligérants ont utilisé aussi beaucoup la dette, mais moins la dette à court terme. C'est comme une spécificité française. L'Allemagne a utilisé aussi des systèmes d'endettement à court terme, mais adossés à des caisses de crédit qui sont avérés un système pas du tout vertueux et qui ont entraîné des gros problèmes après-guerre, comme on le sait. L'Angleterre a été plus vertueuse. Donc, elle a mobilisé l'épargne de manière extrêmement dirigiste. Elle a drainé l'épargne, mais pas fort, en demandant à l'esprit civique des Anglais de limiter leur consommation d'alcool, etc., en disant, voilà, on a besoin de votre argent, donnez votre argent, limitez votre consommation, etc. Donc c'est assez différent quand même. L'esprit civique s'est traduit de manière différente. La France a une spécificité quand même de ce point de vue-là. Et puis vous venez d'évoquer le cas allemand, et au sortir de la guerre, bien sûr, en Allemagne, c'est cette terrible inflation. La France aussi est touchée par l'inflation, mais l'inflation, ça a quelque chose d'évident pour les rentiers, c'est qu'ils perdent énormément d'argent. Quand on est rentier et puis que l'on a 100 francs que l'on attend, et puis si d'un seul coup ces 100 francs ne valent plus rien, vous avez tout perdu. C'est aussi ce moment-là, la Première Guerre mondiale, la fin des rentiers. Oui, c'est ce que Keynes a appelé l'euthanasie des rentiers. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'en rendent compte plus ou moins de cette fin, de cette défaillance et de la perte d'argent. Ils s'en rendent compte plus ou moins. Les étapes, ça a été l'inflation, évidemment, galopante d'après-guerre, mais c'est surtout ce qui s'est passé, c'est la dévaluation Poincaré.
Là, ça a été quand même où le franc a perdu 80% de sa valeur. 80% le franc germinal. Donc, si vous voulez, ça a été quand même là un grand choc parce que à l'inflation de l'après-guerre s'est ajoutée la dépréciation de la monnaie. En 1928, Poincaré, avec cette politique de la monnaie, c'est quoi la volonté de Poincaré au moment où il supprime comme ça le franc, il le remplace et la monnaie ne vaut plus rien? C'est supprimer la dette, c'était ça la volonté? Non, c'était en corollaire. C'était un point. C'était le redressement des finances publiques. Donc, il faut pas oublier que Poincaré, auparavant, il avait aussi augmenté beaucoup les impôts, en 1924. Toute la classe politique a augmenté les impôts après la guerre. La Chambre bleue Horizon en 1919, donc Poincaré en 1924. Puis ensuite, il fait son plan de redressement des finances publiques entre 1926 et 1928. Donc l'idée, parce que au départ, c'est une crise de change, la crise de 23-25. Donc c'est l'idée de redresser le franc et de lui redonner de la crédibilité sur la scène internationale. Donc c'est ça la priorité, en sachant que c'était lié bien sûr au problème de finances publiques. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup de spéculateurs étrangers qui misaient sur ces problèmes de finances publiques français pour justement spéculer contre le franc. Donc c'était lié, tout ça était lié, mais en priorité, c'était pour redresser le franc. Et à côté, bien sûr, cela a permis de rétablir la confiance, la crédibilité de l'État. Et donc, mais il y a eu quelque chose qu'il a fait particulièrement pour dresser les finances publiques en parallèle, c'est arrêter l'émission des bons de la défense nationale et des bons qui continuaient d'être émis même après la guerre. On continuait d'émettre sans discontinuer tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et à un moment, on était obligé de réémettre des nouveaux bons quand les bons à 3 mois arrivaient à échéance. Donc c'était cette fuite en avant et qui était une épée de Damoclès au-dessus des gouvernements. Et en plus, on attendait à l'époque que l'Allemagne paye les réparations. Et comme vous le savez, l'Allemagne n'a pas payé le 10e de ses réparations. Et donc, voilà. Il y a eu un emballement terrible et Poincaré a arrêté l'émission de la défense nationale et a cantonné la dette flottante dans une caisse d'amortissement. Laure Quennouel-Cor, vous nous avez expliqué qu'au XIXe siècle, il y avait l'idée que pour le fonctionnement normal de l'État, l'État pouvait se reposer sur les impôts. Et puis dès qu'il y avait des dépenses considérées extraordinaires, une guerre, des infrastructures, cette fois-ci, on pouvait emprunter. Là, nous sommes dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale. On n'en est plus là déjà. C'est-à-dire qu'il est possible d'emprunter tout simplement pour le fonctionnement de l'État. Voilà, c'est là la grande rupture, je trouve, importante du XXe siècle et en France, c'est qu'on va utiliser la dette à court terme pour les dépenses de fonctionnement. Et cette doctrine, je veux dire, qui n'était pas vraiment une doctrine affichée, mais qui en fait était une pratique plutôt, elle va perdurer pendant 30 ans. Et ça, je trouve que c'est un phénomène très, très important qui peut-être n'a pas été souvent mis au jour, et elle s'est appuyée en fait sur la population qui ne savait pas trop en fait les dangers de ce système. Bon, il y a eu 1 ou 2 économistes qui ont prêché dans le désert, comme Gaston Gèze, mais en fait tout le monde trouvait ça très bien. On avait les bons du Trésor étaient considérés comme un billet de banque avec intérêt, parce qu'on pouvait l'utiliser à un moment pour payer ses impôts, son loyer, on pouvait l'utiliser dans certains magasins. Donc finalement, les gens étaient très contents et ils disaient c'est formidable. Et en plus, en même temps, on disait c'est très bien parce que ça empêche aussi d'augmenter les billets en circulation et donc les appels à la Banque de France. Et donc ça, c'était le grand traumatisme des billets. Et là, ça nous renvoie encore aux assignats. Et donc l'idée, ce qu'il fallait éviter à tout prix, c'était d'augmenter la planche, de faire marcher la planche à billets et d'augmenter la circulation monétaire en considérant que c'était ça la source principale de l'inflation, sans considérer que cet amoncellement de bons du Trésor, de bons de la Défense nationale était en fait aussi une source d'inflation. Alors, comment agir quand vous entendez le chef du gouvernement lancer un nouvel appel à l'emprunt? Nous avons qualité pour vous dire, à vous, citoyens de France, vous nous avez portés au pouvoir.
Le programme que nous voulons y appliquer est celui que le suffrage universel a lui-même formulé. À peine installés, nous avons établi publiquement pour vous, par la voix de Vincent Auriol, la situation vis-à-vis de laquelle nous étions placés. Pour parer à cette situation et pour réaliser ce programme, nous avons le droit de requérir votre concours. C'est en cela que l'emprunt en cours d'émission se distingue des opérations de crédit courantes. Il représente un acte de collaboration directe. J'ai dit un acte de communion directe entre la masse du peuple de France et un gouvernement formé par l'effet de la volonté populaire. Nous étions en juillet 1936, le Front populaire, bien sûr, c'est la voix de Léon Blum, président du Conseil, qui évoque son ministre des Finances, Vincent Auriol. Ça veut dire que les emprunts ne cessent pas durant l'entre-deux-guerres. On est dans les années 1930 maintenant. Il y a la crise économique mondiale, mais il y a toujours ce recours à l'emprunt. Et ben voilà, très rapidement, on a eu une reprise des emprunts et des emprunts à long terme, donc là du Front populaire, mais aussi après des emprunts à court terme, parce que après arrive en 1938 la préparation de la guerre. Et donc là, rebelote, nous voilà encore avec des appels au public avec les bons d'armement à 2 ans, donc pour financer la préparation de la guerre. Donc le Front populaire, c'était assez logique qu'il fasse un emprunt, puisque après on était un peu dans les prémices d'une politique keynésienne, c'est-à-dire relancer l'économie par des dépenses d'investissement, puisqu'on avait eu auparavant la Grande Dépression et on a eu la déflation Lavaille qui était justement le contraire. Donc la réaction du Front populaire, ça a été justement de relancer l'économie par notamment des dépenses d'investissement. Et donc voilà, donc ça c'est pour répondre à Léon Blum. Oui, à Léon Blum, voilà. Mais ça veut dire que dans ces années 1930, juste avant la Seconde Guerre mondiale, la dette est toujours acceptée. Alors elle est acceptée par ceux qui appellent à la dette, c'est-à-dire les gouvernants les uns après les autres, et puis c'est accepté aussi encore par la population. On ne voit pas ici une méfiance évidente par rapport à la dette, vous l'avez dit, à part quelques économistes, mais qui sont considérés en marge. L'idée, c'est vraiment cela, et on peut réfléchir à l'échelle internationale. L'État doit emprunter, doit s'endetter pour relancer la machine économique. Alors, il faut distinguer suivant des pays, mais je pense qu'effectivement, après la Grande Dépression a provoqué des réactions différentes dans les pays occidentaux. Et donc, on a eu par exemple la France, au départ, qui a été fait une politique déflationniste. Et ça a été le cas aussi aux États-Unis. Et bon, les Allemands et les Italiens ont pratiqué une politique autarcique aussi, mais finalement aussi de dépenses publiques. Et dans un deuxième temps, et l'Angleterre aussi n'a pas pratiqué au départ une politique keynésienne. Donc en fait, c'est Franklin Roosevelt qui a donné le là, et ensuite donc le Front populaire. Donc on a eu quand même des divergences de politique économique à l'époque. Mais il se trouve que le keynésianisme va infuser dans l'ensemble des sociétés et des économies des pays développés et va légitimer plus encore la dette, même si le Keynes disait à l'époque il faut faire de la dépense publique, de la dépense d'investissement pour relancer l'économie, mais c'est un phénomène qui doit être conjoncturel. Et là encore, la dépense, elle doit être une dépense d'investissement et non pas de fonctionnement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on retrouve le même schéma que pendant la Première Guerre mondiale. Dans une situation extraordinaire, il y a un recours à l'emprunt. Eh oui, on recommence avec les bons à court terme, les bons de la défense nationale. On ne les appelle pas bons de la défense nationale, on les appelle bons du trésor. Pourquoi ? Eh bien parce que on a une situation, là encore, assez problématique, qui va durer pendant toute l'occupation, c'est que la France doit à l'Allemagne 400 millions de francs par jour pour payer des frais d'occupation. Alors, comment trouver cet argent déboursé ?
Donc le choix a été une fois encore, de faire appel à ce bon du Trésor qui était aussi souscrit par le public, mais également par les banques et par ce qu'on a appelé les correspondants du Trésor. C'est-à-dire que là, on a une incitation assez forte de tout le système financier et de crédit pour que tous les fonds rentrent dans les caisses de l'État. On a demandé aux banques, on les a fortement incités à souscrire des bons du Trésor. Bon, il y a les bons du Trésor aussi dans la population de manière assez maintenant classique, et aussi les correspondants du Trésor. En fait, ce sont des grandes entreprises, le Crédit National, le Crédit Foncier aussi, qui ont été sommés de déposer leurs fonds de trésorerie au Trésor, puisque c'est le nom, la direction du Trésor prend son nom en juillet 1940, pour justement éviter trop de sorties d'argent on a préféré avoir un franc un peu dévalué plutôt que que les Allemands prennent des participations dans les entreprises françaises. Il y avait ça aussi en arrière-plan, hein, donc il y avait quand même une logique politique importante. Et le fait est que ce circuit du Trésor qui se met en place a fonctionné plus ou moins bien, parce qu'on était dans une économie dirigée aussi. Hein. Il n'y avait pas tellement d'autres moyens de placement. Le marché financier était réduit à une peau de chagrin. Il y avait juste les œuvres d'art et l'or. Donc les entreprises n'investissaient pas. Il y avait la fermeture des frontières. Donc c'était assez facile de faire fonctionner ce circuit, mais qui a été érigé en véritable doctrine au ministère des Finances. Hein. Il y a un haut fonctionnaire de la direction du Trésor qui a fait sa thèse là-dessus. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui a été pérennisé par rapport à la Première Guerre mondiale. Et là, c'est l'héritage de tout ce que vous nous racontez depuis le début de cette émission, Lorca Noël-Cor. L'idée que la dette est une évidence et que l'État doit recourir à l'emprunt, au bon du Trésor. Là, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ça n'arrive pas comme par hasard. Et on voit bien que c'est le fruit de cette longue évolution. On peut le penser comme ça. Tout à fait, on le pense comme ça. Mais en même temps, on n'a pas vraiment conscience des dangers. Là, je vous parle de la haute administration des finances qui va gérer ça, mais la population n'est absolument pas au courant de tout cela. La classe politique, les ministres vont endosser ce circuit parce qu'ils voient leur avantage. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être prolongé après-guerre, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant. Après-guerre, il faut remplir les caisses de l'État. De pair avec l'œuvre de justice, les armées doivent être pourvues. La reconstruction doit commencer. Les diamants et les fourrures des femmes des trafiquants, et même les ateliers et les machines confisqués hier par le gouvernement à l'un des plus importants pourvoyeurs de l'ennemi, ne suffiront pas à remplir les caisses de l'État. C'est pourquoi le PERC, avec l'approbation unanime du gouvernement, avait décidé comme une première étape de lancer l'emprunt de la libération. Cet emprunt a fait un excellent départ, nous devons le conduire à un succès éclatant. Dans la vie nationale, tout se tient. Au lendemain de la visite de Churchill, à la veille de celle que le général de Gaulle se prépare à rendre à Staline, la France se doit de démontrer au monde que dans le domaine financier comme dans tous les autres, elle a puissance de récupération et courage. Françaises des campagnes et des villes, vous répondrez à mon appel. Vous souscrirez pour la France. Là, nous allons souscrire. Nous venons d'entendre René Pleven, ministre des Finances, en novembre 1944. Et dans son discours, il évoquait le PERC, Aimé. Le PERC était son prédécesseur, un ministre des Finances vraiment au lendemain de la libération. C'est vraiment ses premiers gouvernements de la République. Et ici, nous avons de nouveau des emprunts, mais on le comprend bien, le contexte est quand même très particulier. Il y a un pays à reconstruire, mais c'est la même logique encore ici. Oui, c'est une logique effectivement qui peut se tenir, surtout sur le plan, je pense, politique. En fait, le discours de Pleven, il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Il y a eu un grand débat en France à l'époque entre René Pleven et Pierre Mendès France, qui étaient les deux ministres de Gaulle. Et Pierre Mendès France souhaitait, lui, une politique beaucoup plus austère, avec une rétraction de la masse monétaire, justement, pour résorber l'inflation, avec une hausse d'impôts et un blocage
un échange de billets avec blocage. Donc, si vous voulez, c'était une politique drastique qui a été mise en œuvre en Belgique. En Allemagne, on a également eu une politique monétaire extrêmement drastique un peu plus tard, en 1948. Mais donc, De Gaulle a choisi l'option de René Pleven, qui était un peu une option de facilité monétaire, d'un grand emprunt, mais sans hausse d'impôts et sans blocage. Donc, qui a évidemment creusé la dette, dans un souci peut-être de recherche de consensus national. Il faut voir aussi qu'on était en 1944 et avec une atmosphère un peu révolutionnaire et de règlement de compte avec les collaborationnistes, etc. Donc je pense que le général de Gaulle a voulu un peu rechercher le consensus. Voilà. Et qu'en est-il par la suite, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Quel rapport à la dette? Parce que là, nous parlons du général de Gaulle, mais qui reste au pouvoir jusqu'en 1946. Après, il s'en écarte avant de revenir en 1958. Et là, nous le savons, c'est la Ve République. Quel est le rapport à la dette sous la Quatrième République? C'est toujours ce système d'emprunt, de bons du Trésor. L'État ne peut pas fonctionner sans être endetté. En fait, on a quand même une dette qui s'est accumulée pendant la guerre, on n'a pas résorbé, et s'y ajoutent les emprunts pour la reconstruction et la modernisation de la France. C'était un peu le programme du Conseil national de la résistance. On avait considéré que dans l'entre-deux-guerres, il y avait un retard français de l'économie française qui était dû notamment au malthusianisme des entrepreneurs et des banquiers. Et donc là, l'État a dit « je reprends la main ». Donc on a un État keynésien et modernisateur, selon les mots de Pierre Rosanvallon, qui veut prendre la main. Et le ministère des Finances, à l'époque, se convertit à l'économie et dit « voilà, nous allons prendre en main la modernisation de la France, c'est nous qui devons le faire ». Bon, il y aura aussi le commissariat général au plan, mais clairement, l'État a un rôle qui est légitimé pour reconstruire la France. Et donc, on va forcément être obligé de faire appel à l'endettement. Et là, dans la doctrine classique, c'est bon, on a le droit de s'endetter pour les dépenses d'investissement et d'infrastructure. Sauf que là, on va faire de l'endettement à court terme. Donc, on pérennise encore le système de bons du Trésor, de circuit du Trésor qui est complexifié. On développe le nombre de correspondants avec les nouvelles entreprises publiques qui viennent d'être nationalisées, sont sommées aussi de déposer leurs fonds au Trésor, qui devient un peu l'épicentre du système financier. Et la moitié des investissements passe par les caisses du Trésor, à l'époque, des investissements de toute l'économie. Donc on a ce système, et François Bloch-Lenné, qui était le directeur du Trésor emblématique de l'époque, qui était directeur du Trésor de 1947 à 1952, le dit sous une formule que je trouve intéressante: transformer les liquidités en barrages. Donc, ça veut tout dire. Donc, c'était vraiment assumé de la part de la haute fonction publique du ministère des Finances, sans doute aussi de la classe politique. Mais il faut quand même soulever un point important, c'est qu'à l'époque, la présentation des comptes publics n'était pas très claire. Donc, c'est important de le souligner pour aussi voir un peu peut-être l'aveuglement d'une partie de la classe politique, de l'opinion publique. C'est que la présentation des comptes était extrêmement complexe. On avait, au sortir de la guerre sous la Quatrième République, on avait le budget ordinaire, le budget extraordinaire, la caisse de reconstruction, on avait les comptes spéciaux du Trésor. On ne savait pas vraiment bien où on en était. Il a fallu attendre la fin de la Quatrième République pour y voir un peu plus clair. Et ça n'a pas contribué à clarifier le débat sur la dette et l'emprunt. Mais c'était un débat à l'époque. Dans les années 50, on parlait emprunt ou impôt. C'était un débat quand même entre la droite et la gauche. Vous venez d'utiliser un mot, celui d'aveuglement. On pourrait parler de déni, le déni de la dette, une histoire française. Laure Quesnot-Alcor, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Flammarion avec cette question: qu'est-ce que le déni? Laissons la parole non pas à un économiste, mais à un neuropsychiatre. Le déni, c'est une fonction de protection. C'est un mécanisme d'adaptation, Freud disait mécanisme, d'adaptation qui permet de paraître normal. On ne parle pas de tout ça, allez, c'est fini, la guerre est finie, on pense à autre chose.
Le déni protège, mais il ampute d'une partie de sa personnalité et surtout il engourdit les émotions associées à la mémoire. Donc c'est une amputation de la personnalité. De plus, on ne peut pas tout partager grâce au déni, mais c'est confortable. Exactement comme un plâtre sur une jambe cassée. Quand une jambe est cassée, il faut mettre un plâtre. Ça permet de supprimer la douleur, ça permet d'attendre que la jambe se consolide, que l'os se consolide, mais on ne peut pas passer sa vie avec un plâtre, il faut bien l'enlever un jour. Et dans ce cas-là, le déni, c'est-à-dire le plâtre, c'est l'absence de parole, et un jour, il faudra bien parler. Voilà, une histoire de plâtre. Boris Cyrulnik, en 2012, alors qu'est Noël Cor. Pourquoi ce déni de la dette? Est-ce que c'est un plâtre qu'il faudrait enlever, mais qu'on ne peut pas enlever parce que ça fonctionne comme ça et personne n'imagine autrement? C'est-à-dire qu'on a pris des habitudes, on a fait effectivement une pratique de l'endettement en France qui est continue. Tous les pays ont eu un endettement, mais on n'a jamais parlé vraiment de la dette publique de manière problématique en France. On n'a jamais considéré que c'était un problème jusqu'à une période récente ou alors dans quelques moments de crise bien identifiés. Contrairement, par exemple, à l'Allemagne ou, par exemple, dans les années 1970, c'est le cœur de la campagne électorale en Allemagne, c'est la dette publique. Est-ce qu'il faut augmenter la dette, baisser la dette, etc. En France, on n'en parle pas, effectivement. C'est comme... je trouve que c'est très intéressant, cette citation de Boris Cyrulnik, parce qu'effectivement, on a l'impression que... ça permet d'avoir elle est indolore, du coup. Et en fait, ça me renvoie aussi à sa dimension politique et sociale. C'est que c'est un lubrifiant. C'est un lubrifiant social pour éviter les conflits, faciliter un peu les affrontements politiques qui sont très forts en France. On a un niveau de conflictualité sociale extrêmement élevé. Et donc, la dette est un lubrifiant, notamment dans sa dimension sociale. Si on reprend la métaphore du plâtre, si la dette est un plâtre, mais le plâtre... il est de plus en plus épais. Ou si je reprends la métaphore du lubrifiant, là, ça se compte par litre et par seau de lubrifiant. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que trop de lubrifiant tue le lubrifiant. Alors le problème en France aussi, c'est finalement on a eu un surendettement chronique, mais on a surmonté les crises. Donc est-ce que finalement dans l'inconscient collectif, on se dit pas finalement on va toujours pouvoir s'en sortir. Je pense par exemple à la crise de 1957, qui a été une crise de change, mais mêlée d'une crise financière. Comme en 1923-1925. Donc là, on a eu un moment où on a réussi à surmonter cette crise. On a eu aussi un moment plus lointain de crise financière importante qu'on a un peu aussi éludé, qui est la crise de 1983, quand la France a failli sortir du système monétaire européen et a failli être mise sous tutelle du FMI. Comme en 1957. Donc là, on a été au bord du précipice, mais on a eu un sursaut et il y a eu des redressements des finances publiques. Et donc, on a toujours fini par s'en sortir et après, on est passé à autre chose. Ce qui est important, c'est que quelquefois, les plans, ce sont des plans conjoncturels qui sont drastiques, parce qu'en 1958, on avait à la fois une hausse des impôts et une baisse des dépenses publiques. Et on avait en plus la dévaluation, ce qu'on ne peut plus faire maintenant. Et on a eu en mars 1983, Jacques Delors aussi, il va augmenter les impôts et réduire les dépenses publiques et dévaluer. Donc on a ce trio qui nous ont permis à chaque fois d'avoir une bouffée d'oxygène. Mais quand même, on a un endettement continu. Depuis 1975, on n'a pas de solde positif, de déficit du budget, donc on le sait. Et donc c'est vrai qu'en France, on a une culture de la dette quand même importante, pas dans toutes les couches de la société, mais dans la majorité. Voilà, donc là, on peut aussi s'interroger sur la responsabilité des gouvernants et de la classe politique qui a laissé filer la dette. Et puis vous l'avez dit rapidement, mais moi je veux qu'on revienne dessus, la dévaluation, parce que il y a parmi les leviers qui étaient bien pratiques pour supprimer la dette, la dévaluation. D'un seul coup, on changeait la monnaie, elle ne valait plus rien, donc la dette disparaissait. Mais ça, ce n'est plus possible. Il manque ce levier majeur aussi qui a longtemps été utilisé.
très longtemps utilisée, notamment sous la 4e République. On a eu, entre 44 et 58, je crois qu'on a eu 7 dévaluations. Donc on a une monnaie faible. Donc c'est la monnaie qui paye la reconstruction et qui paye la dette. Et c'est un problème... Alors, les Français, finalement, sont pas si attachés que ça à une monnaie forte, contrairement aux Anglais et aux Allemands. C'est ça un peu notre trait culturel, je trouve, dominant sur le XXe siècle. Et donc, cette monnaie dévaluée, ça a des conséquences comme très néfastes pour notre déficit du commerce extérieur à l'époque et pour les entreprises aussi qui doivent importer ou exporter. C'est très déstabilisant. Et donc, c'est un vrai problème quand même macroéconomique. Mais on a un sentiment que l'opinion publique n'est pas très sensibilisée à cette question de la monnaie. Et donc, c'est les problèmes qui surgissent à certains moments, lors des élections par exemple, les rares moments où l'on peut parfois évoquer la dette ou quand ça ne va plus du tout. Oui, absolument. C'est les quelques moments, donc en 1958, en 1983. Et puis, on va commencer à en reparler avec l'euro. Avec la marche vers l'euro, donc avant 2000. Dans la décennie qui précède, on a une espèce tout d'un coup, une prise de conscience. Donc, on le voit apparaître dans les sondages d'opinion, l'importance de la dette. Ah oui, il faut résoudre le problème de la dette pour être candidat à entrer dans la zone euro. Mais en même temps, on vous nous dit, mais quels sont les moyens de résoudre les problèmes de la dette ? Oh ben non, on va pas augmenter les impôts, non. Et surtout, on ne touche pas à l'État social. Donc, ça, c'est une attitude récurrente des Français depuis 30 ans un peu schizophrène, pour reprendre encore un terme psychanalytique, un décalage entre la perception de la dette et la volonté de la résoudre, de ne pas la résoudre plutôt. Et surtout que nous utilisons au singulier la dette, mais cette dette, elle évolue. Elle grandit, elle gonfle. Et il y a aussi cette question-là, c'est que la dette n'est pas la même selon le moment où nous la regardons. Il arrive un moment où ce déni peut nous conduire au pire, ce déni de la dette que vous étudiez, Laure Kenwelker. Le pire, écoutez, je ne sais pas de quelle période vous voulez parler là. Non mais là, aujourd'hui, si on réfléchit sur cette longue histoire où on l'a dit, il y a moins de leviers pour réduire la dette, le déni devient dangereux quand même. Mais en fait, si vous voulez... Quand on regarde historiquement, la France, elle a eu des sursauts parce qu'il y a eu des interventions ou des pressions extérieures, que ce soit les spéculateurs étrangers en 1923, que ce soit le FMI en 1958 ou en 1983. Là encore, on a une pression extérieure. Et donc la pression extérieure fait qu'il y a une réaction obligée. Parce que sinon, on n'existe plus. Enfin, là, on a la pression de l'Union européenne, des marchés internationaux et du FMI. Donc, je pense qu'on va être obligé de se résoudre à faire un plan drastique et qui, d'ailleurs, est visiblement annoncé. Alors, est-ce qu'il va passer ? Mais est-ce qu'on a le choix ? Parce que les conséquences, après, c'est des taux d'intérêt extrêmement élevés, deuxième poste budgétaire de l'État. Et donc là, les dépenses d'investissement seront grevées. Il faut quand même peut-être faire une pédagogie sur la question. En tout cas, le déni de la dette signifie qu'il y a besoin de cette pédagogie-là. Et puis l'histoire, c'est toujours bien. Il y en a qui vont ressortir la banqueroute des 2/3, celle de la Révolution française, pour régler le problème. Merci beaucoup, Laure Kenwelker. Le déni de la dette, une histoire française. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup à vous. Le déni protège, mais il ampute d'une partie de sa personnalité et surtout, il engourdit les émotions associées à la mémoire. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Anthony Thomasson, émission préparée par Chloé Rouillon, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet et Maïwen Guiziou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.